On est live. Bonjour à tous. Eh bien, bonjour à tous. On voit qu'il y a quelques personnes encore peut-être qui vont arriver, mais je vous propose de commencer ce webinaire. Donc, on est ravis de vous accueillir ce matin. Je sais qu'il est peut-être tôt pour certains, 9 heures, mais vos neurones sont bien ouverts pour apprendre plein de choses. Donc, peut-être la première des choses avant de vous présenter le programme, c'est de se présenter. Du coup, je propose à Zenia de se présenter dans un premier temps et après, ça sera moi. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Svenja Busson, je suis la fondatrice de LearnSpace qui est en fait un hub d'innovation learning. On aide des organisations à se transformer, donc ça peut être des groupements d'enseignement supérieur, des universités, mais aussi beaucoup d'universités d'entreprises et on les aide à devenir plus agiles, plus innovants, à adopter de nouvelles formes d'apprentissage, de nouvelles innovations pédagogiques. Et moi, dans le passé, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde pour aller explorer ce qui se fait aux quatre coins du monde de plus innovant. Et donc voilà, j'ai plein de choses à vous raconter. Si vous avez des idées, des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les questions. Vous avez sur votre droite un petit onglet questions. Donc voilà, mais je suis ravie d'être là. À toi, Noël. Merci Zenia. Alors bonjour à tous. Alors moi mon prénom il s'écrit Nawal mais ça se prononce Nawel. C'est les joies de la traduction phonétique. Donc comme ça vous connaissez un petit peu quelque chose de moi. L'autre chose que vous devez connaître de moi c'est que moi je suis une passionnée d'éducation et moi ma passion c'était de comprendre comment notre cerveau apprenait. J'étais fascinée par la capacité qu'il avait à apprendre des choses complexes et parfois en peu de temps. Donc du coup j'ai travaillé sur plusieurs modèles. Je suis passée de la souris au bébé à l'adulte pour faire vraiment un 360 de l'apprentissage pour bien comprendre surtout quels étaient les mécanismes cognitifs qui sous-tendaient justement la capacité à apprendre. Et d'autre part, j'ai aussi beaucoup regardé comment certains environnements stabilisaient ou déstabilisaient l'apprentissage, quelque chose qui est très important pour nous, pour justement comprendre comment parfois on n'est pas tous égaux face à ça. C'est pas qu'on a un cerveau qui est mal fait, c'est surtout qu'on a des environnements qui sont différents. Et ça impacte beaucoup justement la puissance de nos apprentissages. Et c'est ça qui m'a amené à cofonder Rising Up et à en devenir la directrice scientifique. Donc, je dirige le centre de R&D. Alors, j'ai envie de vous montrer quelque chose puisque dans ce centre de R&D, je ne suis pas la seule chercheuse. Nous sommes toute une équipe. Alors, je vais vous montrer justement qui nous sommes. Alors, je vais juste faire un petit partage d'écran. Hop là. Est-ce que vous voyez tous ma Oui, présentation? Ouais, je confirme. super. Donc, on est composé d'une équipe d'experts, beaucoup d'expertes, comme vous pouvez le voir. Donc, ce sont tous des chercheurs, chercheuses rattachés à des institutions publiques. Et leur spécialité, c'est de travailler sur le cerveau, d'essayer de comprendre comment on apprend une langue, comment on prend des décisions, comment on gère ses émotions, comment même on interagit avec des agents virtuels. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une spécialité, par exemple, de Delphine ou encore de Shaw. Et évidemment, deux hommes, Hicham et Timothée, qui sont également dans l'équipe. Et Hicham est le cofondateur. Et donc, la majorité de ces chercheurs, de ces experts, sont tous rattachés à des institutions publiques. Par exemple, moi, je suis responsable du MUE au sein du département d'études cognitives de l'ENS, où justement, on forme les futurs chercheurs à penser un peu différemment la science, en se disant, est-ce que la science est non seulement quelque chose pour cumuler de la connaissance, mais aussi pour avoir un impact sur notre société et pour donner des solutions à justement des problèmes qui nous entourent. Et je pense qu'en ce moment, c'est vraiment d'actualité. Et je voulais aussi vous dire que nous, chez nous, dans Rising Up, quelque chose qui est très, très important dans notre vision, c'est justement d'aller chercher dans la science des éléments pour nous aider, pour mieux nous adapter, pour essayer de trouver des solutions à des choses parfois qui peuvent nous mettre en difficulté. Et ces dernières années, on a fait des bonds de géants sur le fonctionnement du cerveau. Je crois qu'on n'a jamais appris autant de choses sur la capacité que nous avons justement à raisonner, à faire des choix, à réguler nos émotions, plein de choses qui nous permettent justement d'appréhender au plus près justement notre fonctionnement cognitif. Et nous, on pense que justement la science, ça peut être une aide très très importante. Alors, je voulais juste faire un petit récapitulatif aussi, puisqu'on parle beaucoup de neurosciences en ce moment, beaucoup de sciences cognitives, mais je voulais faire un petit piqûre de rappel, parce que parfois, c'est pas évident de justement s'en sortir avec tous ces termes-là qu'il y a autour de nous, neuroéducation, neuropédagogie, neurosciences cognitives, enfin voilà. Je voulais juste vous expliquer un petit peu ce que c'était les neurosciences. Alors, concrètement, ce que ça étudie, c'est la capacité de nos neurones à
prendre des décisions, à raisonner, à apprendre du langage, à avoir des émotions, à aussi être conscient de ce qui se passe autour de nous. Mais c'est aussi nos capacités justement de raisonnement, de perception, aussi de coopération, comment des humains, des animaux, plein d'autres espèces coopèrent les unes avec les autres. C'est aussi l'étude de la prise de décision et aussi du cerveau sous stress et de la communication. Je vous donne juste des petits des petits éléments pour que vous compreniez que finalement les neurosciences cognitives, ça étudie un certain nombre de phénomènes. Et je pense qu'en ce moment, on a tous été dans des situations justement où parfois les niveaux d'anxiété sont montés, nos prises de décision, elles étaient dans des situations beaucoup plus incertaines. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble parce que la science peut être un levier fort pour nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé en nous, ce qui va se passer aussi dans les prochaines semaines, pour nous permettre d'anticiper, de préparer, mais aussi de vivre au quotidien. Et c'est pour ça que nous, avec Rising Up, on a lancé le mouvement Taking Care of, avec une série d'articles, des cycles de webinars, aussi des programmes en ligne qu'on a créés pour justement essayer d'accompagner au plus près dans cette période qui est très, très particulière, où même si nous avons vécu quelque chose de tous dans le monde entier de la même chose, on n'a peut-être pas vécu les mêmes choses au même niveau, avec la même vision ou avec les mêmes émotions. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'en discuter ensemble aujourd'hui. Aussi pour vous dire qu'on a sur nos réseaux sociaux, on poste beaucoup d'actualités en ce moment, surtout justement beaucoup de veilles scientifiques pour essayer de savoir qu'est-ce qui est le mieux, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ou sur nos newsletters. Alors, après avoir introduit tout ça, je l'ai un peu introduit au tout début, nous sommes dans un contexte inédit. Nous n'avons jamais eu affaire à ce type de situation. Et on a vu du coup que beaucoup de nouvelles choses ont émergé. Et la question, c'était de se dire justement à quel point ces nouvelles choses ont été bonnes pour nous, ou à quel point aussi ces nouvelles choses nous ont pas forcément aidé à être mieux, à apprendre plus vite ou à mieux s'adapter. Et l'idée, c'est de faire un petit peu le tri aujourd'hui, d'essayer de se poser les bonnes questions et d'essayer de s'appuyer aussi sur la science. Qu'est-ce que nous disent les neurosciences par rapport justement à ces pratiques qui ont été faites pour nous permettre d'avoir un guide plus précis de notre orientation. Où est-ce qu'on va demain? Mais juste pour vous dire une chose, c'est que cette partie 2 sera un ping-pong entre Svenia et moi. On va justement essayer de se poser les bonnes questions. On va profiter de toute l'expertise de Svenia, du terrain qu'elle a récupéré là ces dernières semaines, mais aussi de manière générale depuis qu'elle fait ses tours du monde pour se dire, oui, peut-être qu'il y a des pays qui ont commencé à faire ça et nous, on s'y met maintenant. Donc, ça sera l'occasion d'avoir vraiment une vision à 360. Mais on ne va pas être les seuls à parler aujourd'hui, puisque vous aussi, vous avez le droit à la parole, surtout le droit aux questions. Donc, n'hésitez surtout pas pendant notre partie de poser des questions sur les côtés. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Mais la dernière partie, je crois que j'ai dû la mettre un tout petit peu en haut, en fait. Je suis passée un peu vite tout à l'heure. Ça sera justement à vous de nous poser vos questions. Parce que même si nous avons vécu une situation commune, comme je le disais tout à l'heure, il est très probable, voire même très sûr, que toutes ces choses-là soient très individuelles. Donc, pour se créer son propre guide, nous, on veut revenir là-dessus. C'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Rising Up. Il n'y a pas de recette magique qui marcherait pour tout le monde. Chacun a son fonctionnement, chacun a sa manière de faire, a sa manière de penser, à son expertise, à son expérience. Et donc, son guide, ce sera pour soi-même. Donc, ça sera l'occasion de se poser des questions pour dire, moi, ça, c'est des choses que j'ai faites. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, ça, moi, j'ai vu que ça a marché pour moi. Donc, on fera vraiment un partage de pratiques. Ça nous permettra, du coup, de se construire pour chacun c'est sa ligne pour demain et les jours qui vont venir. Voilà. J'ai un peu introduit le sujet. Je vous propose de passer à la deuxième partie. Du coup, Svenia, c'est à toi. Et je vais arrêter mon partage d'écran, comme ça va plus vous mettre... Merci beaucoup, Nawel. C'est génial. Alors oui, effectivement, on va parler un petit peu de nos pratiques de travail ces dernières semaines, surtout pendant le confinement, nos pratiques d'apprentissage. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été chamboulé? Je pense énormément de choses. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences. Parce que voilà, vous l'avez vécu, le travail à distance, l'apprentissage à distance, l'école à la maison pour vos enfants si vous en avez. Donc, si vous avez des pratiques à partager qui vous semblaient bonnes ou
plutôt mauvaises, n'hésitez pas et on va essayer de les décrypter derrière avec le rôle du cerveau dans tout ça. Du coup, Nawel, j'aimerais commencer par un retour terrain que j'ai eu de plusieurs de nos clients corporate, entreprises qui me disaient, bah, nous, la seule solution qu'on a trouvée pour passer du présentiel au digital, parce qu'on pouvait plus le voir, c'était de passer du 100% présentiel au 100% digital. Donc, typiquement, j'organise un workshop d'idéation pendant 2 heures. Eh bien, je vais tout simplement créer un Zoom et puis pendant 2 heures, avoir 20 personnes sur le Zoom et on va essayer de faire du design thinking à distance, sur un Zoom de 2 heures, quoi. Donc, j'ai vu ça mais maintes fois. Je l'ai vu sur des sessions de formation de toute une journée qui passaient du coup en ligne sur toute une journée aussi. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pourquoi du coup ça n'a pas marché pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre eux? Raconte-nous. Je pense que dans ta question, tu as donné un peu la réponse. Moi, je pense qu'on va essayer d'aiguiller ça d'une manière un peu simple. Partons du principe qu'un écran toute la journée avec des visages qui se démultiplient devant vous, qu'est-ce que vous avez ressenti face à ça? Personnellement, ce qu'on ressent tout de suite, c'est beaucoup de malaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau, déjà, n'est jamais dans ce type de situation. Les visios, c'est pas des visios en plus à 40 personnes ou à même 20, c'est des choses qui sont très inhabituelles. En général, vous avez des visages naturels qui vous donnent plein d'informations et vous êtes tellement habitué que vous avez bien automatisé tout ça. Du coup, ça ne vous demande pas un effort trop important de votre cerveau. Or, dans des situations comme celle-ci, vous êtes face à des informations auxquelles vous n'avez jamais été confronté et votre cerveau est en permanence en train de devoir faire des reconstructions. Puisque y a une chose qu'on a découvert ces dernières années, c'est que notre cerveau ne fait pas des photographies de la réalité, il reconstruit. Et donc, du coup, lui, ce qu'il fait, c'est dans une situation justement digitale avec des écrans et en plus un son qui peut être dégradé en fonction des outils numériques, eh bien ça demande un effort supplémentaire à votre cerveau pour pouvoir justement bien comprendre ce qui s'est passé, percevoir les informations. Donc ça, c'est déjà la situation de la visio avec des visages dans une situation pas automatisée, beaucoup plus d'efforts. Donc, qui veut dire que ça demande beaucoup plus d'efforts? Ça veut dire que très rapidement, on va être plus fatigué par certaines tâches. Donc, justement, la vision, par exemple, la visio, une conférence en ligne où il y a quelqu'un qui va vous parler pendant 1 heure, ce que vous auriez très bien pu écouter sans aucun problème dans la vraie vie, va devenir quelque chose où ce 1 heure va finalement se réduire peut-être à 30 minutes. Ça va être possible que pendant 30 minutes. Parce que votre cerveau va être tellement fatigué à un moment donné qu'il va du coup décrocher. Et je pense que c'est peut-être venir aussi des situations que toi, tu as pu vivre ces dernières semaines quand tu devais faire des zooms pendant 4 heures avec justement plein de personnes qui étaient autour de nous et tout le monde parlait en même temps parce que parfois les rythmes ne sont pas synchronisés parce qu'on ne sait pas quand on doit parler, parce qu'on ne voit pas très bien les visages. Et quand il y a vous savez, dans la réalité, il y a quelqu'un qui vous regarde et qui vous donne justement plein de signaux pour dire, vas-y, c'est à toi de parler. Alors que là, on ne les perçoit pas. Du coup, c'est très difficile. On est toujours obligé d'être très attentif parce que ça demande plein d'adaptations qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc ça, c'est une première partie de la réponse. Et après, la deuxième partie, c'est que comme on le disait tout à l'heure, d'essayer d'adapter quelque chose en présentiel 100% en digital, et ben, justement, il faut bien réfléchir à comment on fait ça. Au vu de ce que je vous ai dit dans la première partie de la réponse, rester 4 heures non-stop devant un écran, notre cerveau, il n'en est pas capable. Donc, il faut trouver des adaptations. Le transposer la réalité au digital, on se rend bien compte que c'est pas possible. Et donc, du coup, il faut trouver d'autres modalités pédagogiques. Peut-être des groupes de travail sans visio, avec de l'audio ou sous une autre modalité. Nous, chez Rising Up, on a dû s'adapter là ces dernières semaines parce que justement, le présentiel n'était plus possible. Et toutes les modalités qu'on a pu faire en digital ont été complètement différentes de ce qu'on faisait en présentiel. On a dû utiliser plein d'outils, faire des pauses beaucoup plus importantes. Enfin, on a réglé tout un système pour justement faire en sorte que le déroulé pédagogique soit aussi écologiquement pour notre cerveau plus pertinent et pour pas mettre en difficulté les personnes. Passionnant. Donc, effectivement, ça en vient à mon deuxième point, enfin, observation, et tu l'as déjà un petit peu touché du doigt, c'est le fait que les réunions s'enchaînent et qu'on peut rester clairement pendant toute une journée, 8 heures devant son écran, à ne faire que des réunions, quoi. Donc, quelle efficacité, en fait? Quelle efficacité d'être constamment en réunion, d'être constamment en visio, d'être constamment, en fait, devant son écran, sans pause, sans rien.
Est-ce que tu as des bonnes pratiques, des tips à nous donner pour, voilà, pour mieux faire usage de son temps? Ben, non, mais c'est une très bonne remarque. Nous aussi, on a beaucoup eu ça aussi. Alors, d'ailleurs, toi, ce que tu as ressenti quand tu étais 7 heures non-stop en visio, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu ressentais? Ah bah une surchauffe, quoi. Je ne pouvais plus me concentrer, quoi. À partir même de la troisième, voilà, c'était pas possible. Donc, il n'y a Mais pas de ouais, pause, quoi. Quand on enchaîne ou quand on nous demande d'enchaîner des réunions comme ça, enfin, il y a un moment où moi, j'en pouvais plus, quoi. ouais. Mais en fait, je vais juste rebondir là-dessus parce que nous, on a eu un cas client comme ça, où en fait, on a eu une personne qui nous a dit, voilà, nous, on a un problème avec certaines personnes de certains services. Ils nous disent qu'ils sont tout le temps fatigués. Tout le temps, tout le temps. Et je disais, mais ils font quoi du coup? Eh ben, ils sont en monitoring, donc ils doivent en permanence surveiller des écrans toute la journée. Donc savoir s'il y a une personne qui arrive au bon endroit. Ça. Et en fait, au tout début, tout le monde se disait, bah finalement, c'est assez simple, monitorer un écran toute la journée, c'est pas si compliqué, quoi. Tu dois juste rester assis et puis regarder. Eh bien, dites-vous que ça, c'est un exercice très difficile pour notre cerveau. Parce que lui, son état de base, c'est pas de devoir être concentré tout le temps sur une même cible. Lui, justement, sa capacité qu'il a, c'est pouvoir aller chercher plein d'informations de son environnement, mais qui bouge, qui est tout le temps en mouvement. Donc, du coup, cette situation est une situation non naturelle dans un sens. C'est qu'on force notre cerveau à faire une seule tâche et à regarder un écran où en plus il ne se passe pas non plus grand chose. C'est-à-dire que les signaux sociaux sont dégradés, on ne voit pas les regards de l'autre, on voit, parfois c'est un peu difficile de voir les sourires, on peut entendre des rires, mais tout ça, c'est à des niveaux très très bas. Donc du coup, cette situation, de rester toute la journée devant un écran, à aller chercher des informations, c'est très, très coûteux. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre énergie. C'est pour ça que même parfois, si jamais cette réunion, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de flux, tout de suite, on sent qu'on ne peut pas. On décroche, on est avec nos téléphones, on répond à nos mails, on fait autre chose. Donc du coup, cette idée de faire des réunions, parfois avec des des temps de durée qui étaient comme en présentiel, c'est pareil. Il faut réadapter. Peut-être qu'il ne faut pas laisser aussi long parce que sinon les gens vont décrocher très rapidement. Donc il faut arriver à avoir un mix où on est efficace, où on ne cumule pas déjà un nombre de réunions dans la journée, ou alors si jamais c'est des urgences, il faut essayer de varier un maximum les modalités. Donc en visio, mais il y a aussi le téléphone, il y a aussi WhatsApp, il y a aussi Slack, on peut trouver plein d'autres moyens de communication sans surcharger nos réseaux attentionnels. Et par ailleurs, les pauses sont d'autant plus importantes. Je pense que déjà, c'était négligé avant. Et je pense qu'on est tous concernés par cette question de dire ah oui, mais j'ai pas assez, j'ai trop de travail, là, je peux pas, je suis obligée d'enchaîner. Il faut savoir que justement, là, par rapport à ça, parfois, on peut être aveuglé parce que notre système perceptif fait que voilà, on veut finir la tâche. Mais dans ces cas-là, où on voit qu'on commence à être de plus en plus fatigué, il faut se dire bon, c'est pas grave, je prends 5 minutes de pause, ça va pas changer grand-chose non plus à ma tâche qui va me durer 1 heure. Donc, il faut aussi prendre soin de son cerveau, essayer de faire très très attention à ces moments où on sent qu'on n'est pas bien, qu'on n'en peut plus, quitte à dire aussi à ses collaborateurs ou avec les gens avec qui on travaille, écoutez, je suis vraiment désolée, là, c'est trop difficile pour moi, je mets juste l'audio, je mets plus par exemple la vidéo. Ou essayer de dire, bah, écoutez, là, je vais faire une pause, je reviens. D'essayer de se mettre justement à une modalité beaucoup plus flexible qu'on avait avant. Et j'ai même envie de dire, peut-être que ce qu'on a fait en visio, ça nous a aussi révélé des failles de ce qu'on pouvait faire en présentiel et se dire, est-ce que c'est nécessaire d'enchaîner toute la journée des réunions? Est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre manière de fonctionner? Nous, on travaille beaucoup comme ça. On essaye à chaque fois de réorganiser, d'essayer de trouver des stratégies plus efficaces parce que 7 heures non-stop de réunion, c'est très fatigant. On est moins efficace, on peut faire plus d'erreurs et c'est pas forcément le plus pertinent. Il y a plein d'autres choses maintenant qui existent avec tous les outils numériques qu'on a. Mm. Zoé, justement, a une réponse, enfin une question, pardon, qui dit pourtant, on dit souvent que de mettre la caméra permet de garder le contact humain. Comment faire pour ne pas fatiguer les participants lors de formations, par exemple, tout en gardant ce contact humain, ce côté voilà, très social, très humain? Bah, ouais, merci Zoé pour la question. Je pense que on l'a tous vécu pendant le confinement à quel point, bah, justement, le contact humain était ultra important. Mais la question, c'est de se dire, est-ce qu'on est obligé de le garder tout le temps? Donc, on peut aussi le faire par touche. On peut faire une première vidéo où justement, nous, c'est comme ça qu'on a ouvert d'ailleurs nos conférences en ligne qu'on a fait là ces dernières semaines. C'était de dire, bravo, on est tous ensemble. Vous voyez, tout le monde connecté, tout le monde répondait dans le chat. C'était super. On avait vraiment l'impression qu'on était ensemble. Mais après, quand on devait travailler et qu'on devait faire des groupes de travail, bah là, on se répartissait dans des salles et on faisait avec d'autres outils. Et on n'utilisait pas forcément la visio.
Et d'ailleurs, on peut même laisser le choix à certaines personnes de faire en fonction de ce qu'elles veulent. Si jamais elles préfèrent justement la vidéo, d'autres, si jamais elles sont plus fatiguées ou que c'est quelque chose qui leur plaît pas, on peut aussi utiliser le téléphone. Je pense que il y en a plein d'entre vous, à mon avis, qui ont dû appeler leurs grands-parents, leurs parents au téléphone et ils n'avaient pas l'impression de plus être en contact avec eux. Donc, je parle pas, le contact humain, c'est pas juste les yeux, c'est aussi une voix. La voix, ça transporte plein d'informations. C'est ce qu'on appelle la prosodie. Donc, ça contient plein d'indices émotionnels qui vont aussi nous permettre de continuer à être ensemble, mais en respectant aussi comment notre cerveau fonctionne. Donc, on peut pas, il faut vraiment à chaque fois se dire comment il faut réfléchir en prenant conscience que notre cerveau, parfois, il peut être fragile et qu'il faut en prendre soin. Mmh. Et nous avons Laurence aussi. Merci de partager vos bonnes pratiques, hein, parce que franchement, c'est hyper intéressant. Laurence qui nous dit que elle, pour s'adapter, elle a mixé les approches, comme tu disais, donc un peu de visio, un peu de chat, écrit, un peu de téléphone, pour changer et pas être en surcharge visio toute la journée, quoi. Est-ce que c'est une bonne approche aussi? Exactement, je pense qu'il faut vraiment essayer de varier un maximum de modalités. Quelque chose qu'on fait beaucoup, qu'on travaille beaucoup aussi chez nous dans nos formations, c'est l'idée de se dire à chaque fois comment se créer des nouveaux rituels en fonction justement de comment nous fonctionnons et donc de varier les activités en fonction de ce qui nous plaît. Moi, par exemple, ce que je peux faire, c'est je vais justement écrire un article où ça me demande beaucoup de concentration, je vais l'alterner avec des entretiens téléphoniques et après, je vais me remettre sur une autre tâche. Chacun peut trouver sa manière de faire son petit puzzle pour le mieux. Mais ça demande aussi de l'expérimentation. Donc, il faut essayer plein de choses. Parfois, pour certains, ça peut marcher. D'autres, ça peut pas marcher. Moi, par exemple, j'écris jamais le soir des articles. Ça, c'est pas possible. Mon cerveau, il est pas capable de faire ça. Je peux pas non plus faire des conférences, des visios à 20h ou 19h. Pour ces fameuses fins de journée, on se réunit. Moi, je suis trop fatiguée, j'y arrive pas. Donc, du coup, voilà, chacun peut se trouver aussi avec son équipe en parlant autour de soi pour partager aussi ce qu'il ressent. Et ça, c'est justement quelque chose qui, au fur et à mesure, va devenir de plus en plus efficace parce qu'on va commencer à tous se connaître, savoir que bah non, pour elle ou pour un tel, ça, c'est pas son truc. Et comme ça, on crée de l'harmonie aussi entre nous. Complètement, complètement. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant cette question de la visio et de passer au distanciel tout à coup. Voilà, moi, ça me pose une vraie question et je l'ai vu aussi chez beaucoup de nos clients, de l'engagement. Comment on fait pour garder ses collaborateurs engagés, garder ses apprenants engagés en formation, alors que tout passe en ligne? Quels sont un peu les mécanismes, les vecteurs d'engagement, d'activation des apprenants, des collaborateurs lors de réunions, lors de formations, alors que en fait on est plutôt passif quoi sur un format en ligne. Et donc, est-ce que tu as pareil des conseils, des bonnes pratiques à nous partager là-dessus? Alors oui, ça c'est une très très bonne question. Et en fait, j'ai envie de vous dire, on se la posait aussi quand c'était pas quand il n'y avait pas que le digital. Hein. Donc c'est vraiment une question qui est très complexe, qui est très difficile aussi à appréhender. Alors pareil, on va revenir un petit peu à ce que nous dit la science. La première des choses, c'est qu'un organisme passif n'apprend pas ou apprend très peu. Donc, quand on dit qu'est-ce que c'est un organisme actif, là, c'est un peu plus difficile. La définition, elle commence à devenir un peu plus difficile. Mais concrètement, globalement, actuellement, ce que nous dit la science, c'est qu'un organisme actif, c'est un organisme qui se pose des questions, qui répond à des questions, qui est curieux, qui est surpris, qui justement va aller se réfléchir sur ce qui a pu être dit. Donc, ça va être vraiment un environnement qu'on va essayer de mettre tout autour de l'apprenant ou de la personne en face de nous pour lui permettre de rester engagé. Et c'est ce qu'on disait aussi, cet engagement, il ne faut pas essayer de plaquer la réalité, ce qu'on avait avant, pardon, à ce qu'on a aujourd'hui. Il va falloir s'adapter. Donc, il y a plein d'outils maintenant qui sont à notre disposition. Nous, par exemple, quand on a dû transformer toutes nos formations en digital, on a utilisé beaucoup plus l'outil de quiz pour faire des questionnaires. Nous, on a développé un outil qui s'appelle Quiz by Rising Up et on utilisait ça énormément pour toujours monitorer l'apprentissage en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donnait une information, vérifier qu'elle avait été entendue, qu'elle avait été comprise et surtout qu'elle avait été ancrée dans un sens. Donc, du coup, ça, c'est très, très important aussi de pouvoir à chaque fois vérifier ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai trop vu justement ces derniers temps-là de temps où pendant 1 heure, il y a quelqu'un qui parle, ou même certains enseignants qui avaient enregistré en audio les cours. Et donc ça, c'était considéré comme une formation ou comme un cours. Mais ça, c'est très difficile pour les élèves déjà, ou pour d'autres personnes, pour tout le monde, parce que juste l'audio, comme ça, sans rien, c'est très difficile pour le cerveau. Pareil, c'est une information qui est dégradée. Du coup, à chaque fois, il va vouloir aller chercher d'autres informations. C'est très difficile pour lui.
Donc, il faut aussi arriver à travailler sur l'individu et d'essayer d'aller le chercher en permanence. Mais ça reste une question difficile, hein. Ça, on l'avait aussi quand on était en présentiel, hein. Complètement, complètement. C'est la question essentielle de l'apprentissage et nous, on essaye aussi de travailler dans toutes nos recherches, dans tous nos travaux, de dire comment on rend l'apprenant, surtout l'apprenant actif et engagé. Et donc, toutes les explorations pédagogiques qu'on a pu faire dans le monde, c'est un peu pour trouver des bonnes pratiques. Et donc, ça peut être des pédagogies comme l'apprentissage par le projet, par exemple, de donner à des apprenants un projet très concret à faire. Ça peut être l'apprentissage par les pairs aussi, qui a un impact très fort parce que on fait cet effort de pédagogie. Tu me dis si je me trompe, hein, Nawel, mais on fait cet effort de pédagogie quand on est dans l'apprentissage par les pairs, où on transmet à quelqu'un d'autre notre savoir, notre expérience, et donc ça a un vrai impact aussi sur la rétention. Et puis ensuite l'apprentissage collaboratif, donc tout ce qui est débat, groupe de travail, quand on est ensemble, il y a aussi cet effort collectif qui fait que voilà, qu'on apprend aussi de façon un peu plus efficace que quand on est seul devant son e-learning voilà, à faire son cours en ligne. Mais c'est vrai qu'en ligne, du coup, pour passer en ligne toutes ces pratiques qu'on faisait plus en présentiel, ça pose une vraie question. Et il y a des plateformes qui le font très bien. Open Classrooms, par exemple, est un excellent exemple. En fait, il y a des cours sur la plateforme, donc en visio ou alors des e-learning classiques. Et puis après, vous avez un mentor qui vient vous parler, qui vous appelle, qui a vraiment un suivi, qui vous donne un feedback sur votre apprentissage. Et vous avez des groupes de travail, donc vous êtes obligé de créer des projets, de coder un site, par exemple, avec 3 autres personnes. Enfin, donc, il y a des projets collectifs que vous devez faire aussi quand vous êtes sur la plateforme. Et donc, il y a la rencontre d'autres apprenants virtuels avec des projets, un mentor qui vous suit, du feedback. Donc ça, c'est vraiment pour moi une solution en ligne qui est très, très complète. Non, mais je pense que tu as vraiment raison, qu'il faut vraiment repartir de la modalité pédagogique, la modalité par projet, la modalité, ce qu'on disait juste avant, d'aller chercher l'individu sa capacité qu'il a à comprendre l'information, à la traiter. Nous, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. Dans notre plateforme de Lab, on a aussi beaucoup travaillé sur ça, sur les formats, pour en permanence engager les gens. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils doivent faire une action. Et ça, c'est vraiment la base de l'apprentissage. Le côté plus passif, alors on va pas faire la différence entre le divertissement, la formation. Je pense que c'est pareil. Même parfois certains contenus qu'on dit passifs sont aussi très engageants. Donc il faut toujours faire cette différence-là hein, entre passif et actif. C'est pas juste regarder, c'est comment l'information elle est donnée. Comme tu le dis, parfois il y a des vidéos qu'on peut regarder longtemps parce qu'on est engagé, parce que ça capte notre attention. Et ça, capter l'attention, c'est le défi des formateurs, c'est le défi des managers, c'est le défi de tout le monde, surtout en ce moment. Et il faut juste dire que capter l'attention, ça nécessite à des environnements aussi particuliers. Et des environnements où l'information elle est dégradée, du coup, il faut faire plus d'efforts sur certains. Nous, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce type de choses pour bien mettre les gens dans des bons contextes, et pas qu'ils soient en difficulté. On a une question très intéressante sur le point qu'on évoquait juste avant, sur le fait de faire des pauses. Et donc, Chantal nous demande comment faire une pause efficace quand on travaille toute la journée devant l'ordinateur. Comment faire? Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on fait des exercices de gym? Est-ce qu'on fait un tour de son appartement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, très bonne question. Qui se posait déjà avant. Mais c'est bien parce que je pense que cette période, ça va nous permettre de remettre aussi, on va dire, le bien-être et le bien-être mental au cœur de nos réflexions. Alors, la première des choses, c'est qu'en ce moment, les pauses sont très dépendantes de nos activités et le type de pause. Donc, je m'explique. En ce moment, nous passons beaucoup de temps sur nos écrans. Donc, lors de nos pauses, évidemment, une chose qu'on doit absolument, absolument faire attention, c'est recharger ses ressources attentionnelles. Donc, une première des choses, c'est que si on passe toute la journée sur l'écran, il faut absolument, quand on fait des pauses, aller marcher, prendre un café, aller discuter avec je sais pas, son mari qui est là, ou son fils, sa fille, ou je sais pas, mais trouver un moyen de ne pas remettre les yeux sur un écran. Sauf urgence, évidemment. Mais encore une fois, on essaye de faire des appels, pas de repasser encore en visio. Ça, super important. La deuxième chose, c'est qu'en ce moment, ou en tout cas ces dernières semaines, on a aussi vécu dans un environnement où on était confiné. Donc physiquement, on ne pouvait pas trop bouger.
enfin, en tout cas, notre mobilité était de la taille de notre appartement ou de notre maison. Pour ceux qui avaient des jardins, c'était super. Mais il fallait justement profiter de pouvoir occuper cet espace, se mouvoir, avoir une activité physique. Pas forcément que du sport, comme diraient des experts justement là-dessus. Pas que le sport, vraiment être en mouvement. Très, très important. Donc, je pense que la pause, elle nécessite, pas d'écran, et en plus de ça, avoir son corps en mouvement, se lever, aller prendre un café, un verre d'eau, je sais pas, mettre sa machine en route, tout et n'importe quoi, mais pas les yeux sur l'écran. Donc, les pauses, très important. Et par ailleurs, pareil, cette règle de se dire une pause toutes les 1h30, moi, je suis complètement contre ce truc de dire il y a des heures fixes. Non, c'est très dépendant de la tâche qui a été faite. Parfois, il y a des tâches qui nous demandent beaucoup d'énergie et c'est juste 20 minutes. Et après 20 minutes, on prend une pause. Et s'il y a des tâches qui sont un peu plus légères, on a l'habitude, on est en zone de confort, ça ne nous demande pas trop d'efforts, au bout d'1 heure. Donc tout ça, c'est dépendant de la tâche qu'on est en train de faire. Très, très important. Nous, on a beaucoup aussi réglé ça comme ça. Même nos pauses à l'intérieur de comment on avait fait nos formations en ligne, on les a réglées de cette manière-là. On n'a jamais mis une pause toutes les 1 heure. Non, on a mis en fonction de la tâche qu'on avait demandé et aussi de la zone de confort qu'avaient les apprenants ou qu'avaient les personnes, tout simplement. D'accord, passionnant. Mais d'ailleurs, je vous donnerai des ressources si jamais ça vous intéresse qu'on a sur notre blog où on parle beaucoup de ça. Quelles sont les pauses qui sont les plus ressourçantes? Ça Trop bien. pourra peut-être vous aider. Ouais. Ouais, si vous pouvez partager l'article, ce serait, je pense, super. Et du coup, ça va vraiment avec ce qu'on vient d'évoquer, la pause, mais moi, ce que j'ai vu aussi, c'est que beaucoup de collaborateurs se sont sentis coupés socialement, enfin vraiment dans une espèce de solitude aussi face à ce confinement, face au fait qu'on ne peut plus voir ses collègues, on ne peut plus voir personne. Comment gérer ce mal-être qui peut arriver et qui peut se déclencher parfois chez certaines personnes qui ne vivent pas bien, en fait, le fait de ne plus avoir de contact physique. Comment est-ce que, voilà, moi j'ai vu beaucoup d'entreprises mettre en place la pleine conscience, la méditation via webinaire ou cours en ligne. Est-ce que ça marche vraiment, ces techniques-là? Est-ce que ça apporte une vraie solution? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on avait déjà cette discussion, toi et moi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on n'avait jamais imaginé cette situation de pandémie. Et déjà, à l'époque, on disait à quel point la méditation, le yoga, le sport, enfin, de prendre soin non seulement de son cerveau, mais aussi de son corps est très important. Je pense tout autant que l'est l'alimentation, tout autant que l'est notre rapport aussi au bruit quand on est dans des environnements très bruyants. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en compte et je suis hyper heureuse que tu me dises ça et qu'on se rende compte qu'en ce moment, on a beaucoup plus pensé au bien-être des collaborateurs, au bien-être des personnes parce qu'on a vu à quel point c'était important. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites ces dernières années, notamment sur la méditation pleine conscience, la pratique de sport, etc., qui ont montré les effets positifs qu'il y a non seulement sur leur corps, c'est-à-dire moins de risques de santé, etc., mais aussi sur leur mental, sur leur cerveau. Et on s'est rendu compte que justement la méditation, ça avait même des effets ensuite sur la concentration. Donc, il y a des recherches qui ont montré que les méditants, enfin les personnes très très expertes, qui font de la pratique depuis plusieurs années, avaient un focus attentionnel, une capacité à justement se concentrer très très puissante. Donc, ça veut dire que ça s'entraîne, et que deux, si jamais on fait ces exercices-là tous les jours, pas 1 heure par jour, mais ça peut être des petits exercices. Nous, c'est ce qu'on travaille beaucoup aussi dans les programmes de formation. C'est des tout petits temps comme ça qu'on se met dans son emploi du temps. Ça peut avoir des effets à court terme et en plus à long terme. Donc, du coup, c'est très intéressant de s'intéresser à ce type de pratique aujourd'hui. Et surtout, et je pense que c'est aussi quelque chose que toi et moi, on essaye de beaucoup sensibiliser, c'est à quel point il faut y faire attention. Et j'espère que ça ne sera pas un soufflet. J'espère que cette période, elle nous apportera justement de réaliser à quel point en ce moment c'est important d'accompagner les gens sur justement la capacité qu'ils ont à se développer, à trouver des stratégies efficaces pour eux, pour que ça suive dans le long terme. J'espère que ça ne sera pas un soufflet, qu'on ne dira pas « Ah bah oui, là vous êtes en confinement, on vous donne des cours de sophro, on vous donne des cours de méditation ». Ça va être génial si justement on continue à tous s'emparer de ça et à continuer ces exercices qui nous ont fait du bien pendant le confinement. Ouais, j'espère aussi. Là, tu m'apprends quelque chose. Je ne savais pas que je pouvais
me concentrer mieux sur le long terme et avoir une capacité de concentration beaucoup plus importante si je pratiquais la méditation tous les jours, quoi. Je vais peut-être reprendre du coup. Il n'y a pas que la méditation, il y a aussi, ben voilà, il y a le yoga, mais il y a même parfois certaines recherches qui ont montré qu'en fonction de l'alimentation, ça aussi affectait nos capacités cognitives. Et donc, évidemment, je parle de l'alimentation, mais on oublie un peu trop souvent le sommeil. Mais le sommeil, c'est vraiment aussi quelque chose dont il faut être très, très vigilant. Il faut aussi se dire que c'est pas une période où il se passe rien, notre cerveau, il n'est pas off, il se passe beaucoup de choses et ça a un impact très important sur les capacités d'apprentissage. Je Donc, pense que, mais du coup, tu déconseilles quoi? Quelle est la bonne, une bonne nuit? C'est combien d'heures pour toi? Qu'est-ce que tu conseilles? alors, il y a des moyennes qui ont été faites. Donc, on sait que, par exemple, les enfants ont besoin de plus de sommeil que les adultes, que les ados aussi ont besoin d'un peu plus de sommeil que les adultes, les tout petits bébés aussi. Donc, on voit que cette durée, elle varie. Mais par contre, ce qui varie pas, c'est la cohérence de nos sommeils. C'est-à-dire qu'il faut toujours se coucher à une heure qui est similaire à celle à la veille, mais pas que, c'est aussi le lever. Alors, je sais que c'est difficile le samedi quand on est fatigué, le dimanche quand on a envie de faire des grasses maths. C'est sûr qu'on va peut-être pas remettre son réveil à 7 heures, mais de se lever à midi ou 14 heures, ça peut beaucoup décaler nos rythmes. Et donc ça, c'est très important. Et je pense qu'au début du confinement, peut-être que certains ont eu aussi des rythmes de sommeil qui pouvaient être décalés parce que c'est sûr, l'activité physique n'est pas la même, c'est pas les mêmes routines, on n'a pas les mêmes. Du coup, forcément, on a pu avoir ce petit sentiment de dormir plus tard, de se lever un peu plus tard, parce que on pouvait le faire aussi. Il y avait moins de transport, donc on avait plus de temps pour pouvoir faire ça. Peut-être que ça a permis justement d'avoir des nuits un peu plus longues. Donc, il est recommandé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à peu près 7 à 8 heures. Alors, ces 7 à 8 heures, c'est une moyenne. Il y a des gens qui ont besoin de moins, des gens qui ont besoin d'un peu plus. C'est toujours le problème de la science, il y a toujours des moyennes. Mais d'essayer de respecter au moins 7 heures de sommeil par nuit, c'est très important. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment la cohérence de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure. Parce que notre cerveau a besoin de routines et de rituels et grâce à ça, il économise beaucoup d'énergie. Ah oui, d'accord. Donc les grasses matinées, c'est pas possible. Non, mais je veux pas trop vous dire qu'il faut pas dormir, mais il faut pas se lever à midi ou 14 heures, ça c'est très difficile après. Ah, même d'ailleurs, je pense que tous ceux qui font ça ont du mal à se coucher le dimanche et ils arrivent lundi crevés. Et donc là, comme on va rentrer dans une rentrée progressive, il faut se remettre aussi dans un rythme qui ressemblait à celui qu'on avait auparavant, mais en améliorant des choses, peut-être en faisant plus attention justement à ces heures, parce que ça affecte énormément notre équilibre, la puissance aussi qu'on va avoir à aller capter de l'information, à réagir à l'information, et surtout en ce moment quand on passe beaucoup de temps en visio, c'est ce qu'on disait depuis le début, ça prend beaucoup d'énergie. Philippe nous pose une question intéressante. Il aimerait savoir comment on peut évaluer sa capacité cognitive. Comment on peut évaluer ses capacités cognitives? Alors, c'est une très très bonne question. Et je préfère être très honnête avec vous. L'évaluation, pour moi, ça me fait penser à ce qui doit être normal ou pas normal. Et ça me fait forcément penser à nos tests de QI. Je pense que vous avez tous entendu parler des tests de QI, qui dit que si vous êtes à 100, vous êtes dans la moyenne, 140, vous êtes comme Albert Einstein, et à 80, vous avez ce qu'on définit comme un retard mental. Je vais vous apprendre une chose, ce QI doit et va probablement changer dans les prochaines années, puisqu'il ne prend pas en compte une large majorité de nos compétences, notamment nos compétences sociales, émotionnelles, à aller justement comprendre les émotions des autres, s'adapter, etc. Donc, cette norme, ça nous a amené à se poser la question comment on évalue notre intelligence. Et je pense que c'est là où on peut essayer de trouver une autre manière de faire et d'essayer de se dire, mais peut-être moi, où est-ce que j'en suis moi sur ces choses-là. Et donc, nous, on travaille beaucoup. À chaque fois qu'on fait nos formations, dès qu'on travaille, on commence à travailler avec des personnes, à se dire, OK, on va faire ce que nous, on appelle du monitoring. On va se monitorer. On va savoir c'est où notre point de départ et on va se mettre des niveaux. On va se dire, voilà, là, je me sens à peu près en maîtrise niveau 1, 2. En maîtrise niveau 4. Ça, c'est beaucoup ce qu'on fait dans les questionnaires au début. Et ça nous permet de se dire, voilà, moi, je pars de là. Moi. Mais pas moi par rapport aux autres, c'est moi. Et on peut justement essayer de se dire, par exemple, par rapport à mon attention, prise de décision, etc., où est-ce que j'en suis? Et on peut se faire un petit screening comme ça pour dire on part, mais aussi, ça nous permet de savoir après, quand on est arrivé là, combien de pas j'ai fait jusqu'à ce nouvel apprentissage. Donc, l'évaluation, c'est pas une norme pour nous, on essaye à chaque fois de se baser sur des choses qui sont individuelles et qui correspondent
à l'individu et pas à une norme, par exemple, de QI. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Philippe, mais on pourra en rediscuter. S'il y a d'autres sujets comme ça qui vous intéressent, surtout, n'hésitez pas à mettez-les comme question. Si on n'a pas le temps de l'aborder, on l'abordera peut-être plus tard Ouais. dans un autre webinaire. On a une question hyper intéressante d'Elisabeth qui nous pose la question si la sieste a des effets bénéfiques sur le cerveau. Merci Elisabeth pour la question. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc c'est génial, c'est une belle piqûre de rappel. Alors là, ces dernières années, pareil, on a fait des bonds géants. Je pense qu'on vient d'une société où la sieste égale feignant. Non, je sais pas pour vous, mais nous, c'était si tu vas faire la sieste, c'est que, bon, eh ben, je vais vous dire quelque chose. La sieste a des effets ultra bénéfiques. D'ailleurs, il y a des pays qui le font de manière qui est ritualisée dans certaines sociétés, et ils ont raison. La sieste, même de 20 minutes, peut avoir un effet ultra bénéfique sur justement ce qu'on disait tout à l'heure, sur nos ressources mentales, et notamment nos ressources attentionnelles, surtout en ce moment. Donc là, on a peut-être pu profiter de se mettre des rituels de sieste plus réguliers qu'on avait à faire auparavant. Pourquoi aussi on a réussi à faire ça? Parce qu'on ne se sentait pas jugé par les autres, parce qu'on était chez nous et qu'on était tout seul. Et donc, ce rapport qu'on a à la sieste est souvent aussi lié à cette norme sociale qu'on a dans notre société, de se dire que la sieste, ou même, vous savez, on a souvent ce truc aussi de se dire ceux qui dorment pas beaucoup, c'est les leaders. D'ailleurs, les meilleurs leaders, c'est ceux qui dorment 5 heures par nuit, qui se réveillent à 4 heures du matin. Mais ça, pareil, c'est des conceptions qui peuvent être un peu revisitées. On peut se dire le sommeil est très important, qu'en moyenne, c'est quand même 7 heures et que faire des siestes, c'est ultra bénéfique. Et parfois, et faites le test, hein, faites-le chez vous, vous allez voir à quel point la tâche que vous avez mis 1 heure ou 2 heures à faire la veille, peut-être qu'elle vous prendra que 45 minutes. Parce que justement, vous aurez toutes vos capacités pour pouvoir réfléchir et vous serez en meilleure santé mentale, si j'ai envie de dire ça comme ça. Donc oui, Elisabeth, ça a des effets bénéfiques, il faut faire et il faut d'ailleurs le continuer. Ce sera un combat qu'on fera tous ensemble pour essayer justement d'instaurer de nouvelles pratiques, de créer des nouveaux guides qui seront aussi ceux qui ne seront pas que pendant le confinement, mais prendre le meilleur pour construire demain. C'est une vraie tendance aussi dans les espaces de travail, de coworking, là où Nawel et moi travaillons, on travaille dans le même immeuble, on a aussi une espèce de salle de sieste, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent, qui changent. Les entreprises se mettent à proposer des salles de sieste parce qu'elles ont compris l'effet très bénéfique que ça peut avoir sur aussi la productivité de leurs collaborateurs, quoi. C'est combien de temps une bonne sieste? C'est quand est-ce que ça devient trop long? Quand est-ce que c'est trop court? Est-ce qu'il y a un temps? C'est une bonne question et c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a des recherches qui ont qui ont défini ça comme les power naps. Donc, dans la littérature scientifique, c'est clairement ce titre-là, how power nap have impact. Et en fait, donc ça peut être, c'est considéré entre 20 et 25 minutes, en fait, les power naps. Par contre, c'est vrai, c'est une bonne question que tu poses, c'est à quel point il faut, enfin, à quel point il faut que cette sieste, elle dure. Et là, il faut être vigilant parce que dès lors qu'on va commencer à faire des grosses siestes de 1 heure et demie ou 2 heures, ce qui peut nous arriver aussi, hein, eh bien, ça peut ensuite avoir un impact en décalant nos cycles de sommeil. Parce qu'en fait, quand on va dormir, quand on a cette envie d'aller dormir, c'est parce que tout au long de la journée, on a accumulé plein de molécules, plein de choses qui sont accumulées dans le cerveau qui nous donnent le signal de se dire voilà, on a fait une accumulation de ces molécules-là, hop, ça y est, il est temps d'aller dormir. Et ça nous donne envie d'aller dormir. Mais quand on fait une sieste, ça va décaler cette accumulation de petites molécules qui vont nous donner le signal de se dire, allez, c'est l'heure. Et donc ça, c'est ça qui peut être dangereux. Et puis surtout aussi, parfois, après des siestes de 1 heure et demie, on a l'impression qu'on est un peu plus, parfois qu'on est un peu plus fatigué de la veille. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça aussi, c'est un effet. Donc, il faut être vigilant. Il faut vraiment essayer de se laisser des temps. Nous aussi, c'était quelque chose auquel on avait beaucoup travaillé avec certains de nos clients chez Michelin. Donc, c'était des opérateurs qui vérifiaient toute la journée des pneus. Ils étaient justement en 3-8. Donc, il y en avait certains qui travaillaient la nuit, etc. Donc, vraiment, les rythmes de sommeil étaient très décalés. Et on a essayé, on a mis en place justement des rituels de petites siestes de 20 minutes. Et en fait, au départ, on voyait justement les opérateurs où ils avaient beaucoup de mal. Parfois, il y en avait certains qui dormaient pas. Mais qui restait au moins 20 minutes off en regardant rien d'autre que ou en écoutant de la musique ou en faisant autre chose, mais ils regardaient plus rien parce qu'ils avaient des problèmes justement avec leurs ressources attentionnelles qui étaient hyper sollicitées dans ce travail. Et en fait, on a vu au fur et à mesure, parce qu'on avait fait une étude avec eux, qu'ils arrivaient à s'endormir de plus en plus rapidement
Et justement, on voyait les performances après sur la capacité qu'ils avaient à repérer les défauts dans les pneus plus fortes. Donc du coup, c'est un vrai entraînement qu'on doit faire avec notre cerveau. Faut revenir sur une chose qu'on a dit au tout début. Notre cerveau, il aime la routine, il aime mettre en place des routines, mais ça demande du temps pour automatiser ses comportements. Donc c'est vraiment sur du long terme. Et en quelques semaines, parfois, on voit les effets. Il ne faut pas se dire que c'est sûr, du jour au lendemain, ça ne va pas venir comme ça. Il faut vraiment se forcer à se dire, bah, peut-être au début, c'est un peu difficile, mais après, derrière, ça sera beaucoup plus facile. Hyper intéressant. Et on a une question de Natacha qui se pose des questions sur la concentration. Elle a l'impression que le fait d'être chez soi pendant le confinement semble permettre plus de concentration. On est plus concentré parce que bah on va pas sortir voir ses copains, prendre des verres, aller au resto. On est à la maison toute la journée, donc on peut se concentrer plus facilement. Donc déjà, est-ce que d'un point de vue cérébral, c'est vrai. Et deux, elle pose la question de est-ce que l'open space, du coup, pourra être remis en cause après cette période-là, étant donné qu'en open space, on est entouré par plein de gens, qu'on se déconcentre facilement parce qu'on entend un collègue appeler quelqu'un. Enfin bref, comment tu vois ça? Je pense que c'est une très bonne question et qu'on se posait déjà avant le confinement. Mais c'est ça qui est génial de cette période qu'on est en train de voir, c'est que toutes ces questions qu'on est en train de se poser, ben, on se les posait déjà. Et peut-être que là, on va réaliser à quel point c'est important. L'open space, ça peut être merveilleux pour plein d'aspects, mais ça peut aussi mettre en difficulté sur d'autres aspects. Tout à l'heure, on disait que c'est très important que notre cerveau il puisse, qu'il soit pas dans des environnements où il a trop de signaux à traiter, où c'est trop difficile pour lui, ça va le mettre en difficulté. L'open space, si c'est un open space où les gens parlent beaucoup entre eux, parce que c'est des équipes qui travaillent comme ça, en fait, il faut qu'ils parlent beaucoup entre eux. Je sais pas si on est commercial, si on est dans des environnements comme ça. Là, si nous, on doit se concentrer et que les autres parlent, c'est très difficile. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que ça a fait du bien le confinement pour ça, pour certaines personnes, parce que ça leur a permis justement d'être beaucoup plus au calme. Et quand on est au calme, bah, notre cerveau, il est plus efficace. Parce qu'il a moins d'informations à traiter, ou en tout cas à dire, mets ça de côté, parce que ça, je le veux pas dans mon cerveau. Donc, en fait, la capacité qu'on a à pouvoir se concentrer, à faire abstraction, pour certains, c'est quelque chose qui est très difficile, pour certains, c'est plus difficile. Et ça, c'est pas une histoire d'être doué ou pas doué, c'est une histoire d'entraînement. Donc nous, par exemple, on a développé des formations qui s'appellent Focus sur la concentration. Comment justement on peut s'entraîner à être plus concentré dans des environnements qui sont comme ça, et comment apprendre aussi à mieux se protéger. Et ça, c'est un autre défi qu'on a, parce que un peu comme le même tabou qu'on avait de la sieste, c'est un peu tabou de ne pas répondre à son collègue quand il nous parle, alors qu'on est concentré. Ou c'est un peu pareil, c'est tabou si on ne dit pas bonjour quand on m'a dit bonjour. Nous, on a travaillé là-dessus pareil dans une entreprise où c'était le rituel. Tous les jours, on se dit bonjour, sauf que c'était des personnes qui étaient dans des contextes où ils devaient être très, très concentrés tout le temps. Et en fait, ce petit bonjour, on se rendait compte juste après qu'on a fait les mesures que, comme par hasard, c'était là où il y avait le plus d'erreurs qui étaient faites juste après, en termes justement où ils devaient vérifier des choses. Et en remettant d'autres rituels, on peut garder des rituels comme ça de social, de se dire coucou, comment tu vas, pour toujours savoir qu'on prend soin les uns des autres, qu'on est une communauté. Mais peut-être qu'on peut un peu les modifier, parce que ça peut justement abîmer, attaquer le bien-être de notre cerveau. Donc du coup, cette idée de concentration, elle est très très importante. Ça dépend de soi, de s'entraîner aussi à être plus mobile, plus flexible, à bien gérer ça, mais aussi ça dépend des autres autour de nous. Et donc, du coup, c'est vraiment un travail qui doit être fait des deux côtés. Nous, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, surtout en ce moment, parce que on va dire, le nerf de la guerre. La concentration, en ce moment, c'est le nerf de la guerre. Donc, le plus on peut justement apprendre là-dessus, s'entraîner, avoir de vraies stratégies efficaces, le plus on pourra être bien, même au retour de travail, en gardant ses habitudes. Et que ses collègues aussi garderont ses habitudes. C'est intéressant parce que Ludovic nous pose cette question, il dit j'ai l'impression d'être beaucoup plus efficace chez moi que lorsque je me rendais au bureau avant et du coup je termine mes journées beaucoup plus tôt. Et donc c'est vrai qu'on se dit mais est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est le fait d'être chez moi, est-ce que finalement comme tu disais c'est le fait de ne pas avoir cette distraction parce que effectivement quand on est en open space qu'on entend les collègues discuter à côté on est distrait et donc on est en multitasking Voilà. Donc voilà, comment on peut expliquer que chez soi, dans un environnement qu'on connaît, dans lequel on se sent bien, voilà, on arrive à être beaucoup plus efficace et du coup à terminer plus tôt ses journées, ce qui est assez cool quand même.
Bah, justement, en fait, ça montre, c'est la preuve. D'ailleurs, merci Ludovic, parce que c'est bien la preuve scientifique. En tout cas, ça appuie bien ce qu'on vient de dire depuis le début. C'est que finalement, quand on est concentré, on finit beaucoup plus rapidement ce qu'on avait prévu de faire. Je pense que Zenia, c'est dans des environnements où justement tu peux te faire appeler comme ça parce que bah on a besoin de toi sur ça, que justement on te pose une question, tu es l'expert, tu es ça, mais à la fin de ta journée, est-ce que tu as fini tout ce que tu avais prévu de faire pour ces toutes petites sollicitations qui sont très sympathiques par ailleurs, parce qu'on aime parler avec les gens, on aime discuter avec eux, mais peut-être pas à ce moment-là. Je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est ce qu'on fait beaucoup nous dans nos, qu'on travaille beaucoup en ce moment, c'est le multitasking sauvage, de subir son environnement. Je vais subir les sollicitations, je vais subir mes notifications, je vais subir. Et ce fait qu'on subisse comme ça, bah, ça nous fait prendre beaucoup plus de retard parce qu'on ne contrôle pas notre environnement. Ça vient à nous comme ça. Alors que là, chez nous, on peut plus contrôler son environnement. On peut dire, bon, bah là, je vais pas répondre parce que j'ai ça. Peut-être que d'ailleurs, ça a été un exercice bénéfique. On a réussi à le faire alors qu'avant, on n'y arrivait pas. Parce que comme il y avait justement, on était dans des environnements sociaux, on voulait pas rentrer en conflit. Mais là, les gens ont peut-être été plus flexibles par rapport à ça, ont peut-être plus compris, bah oui, il est à la maison, peut-être qu'avec son enfant, il est bloqué, du coup, il peut pas me répondre tout de suite. Donc, il y avait plus de flexibilité. Et ça, c'est peut-être ça qu'il faut retenir dans les bonnes pratiques, cette flexibilité qu'on a à comprendre que bon, bah, c'est pas grave si on n'a pas les réponses tout de suite, bon, sauf si c'est ultra urgent. Dans ce cas-là, là, on appelle. Mais voilà, cette flexibilité, c'est de se dire que voilà, on a le temps, on finit ce qu'on a à faire et après, on va vers les autres choses. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. On s'entraîne, mais vraiment, c'est un entraînement parce que c'est pas ça parce qu'on le sait qu'on le fait. Hein. Donc, c'est un entraînement tout le temps, tout le temps. Et c'est un entraînement plus collectif que tout le monde peut le faire. Mais j'ai envie de dire, tu sais, de ce que toi aussi, tu as pu voir dans certains environnements que tu as pu visiter, tu as vu aussi des environnements où il y avait beaucoup d'espaces qui étaient des espaces collaboratifs, où ça amenait aussi d'autres types de méthodes. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre tout de côté, se dire que il y a que ça qui va être important lors de la reprise ou pas. Je pense que les espaces de collaboration, ils doivent absolument être présents, mais ils doivent être aussi utiles pour un certain type de, de comment dire, de projet. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des pédagogies par projet. Je pense que c'est super important que justement, quand on est là-dessus et qu'il y a une émulsion collective, qu'on est tous en groupe, je pense que tu as peut-être dû le voir dans certains établissements que tu as visités. Enfin, moi, je me souviens des photos que tu nous avais montrées d'espaces incroyables avec justement des tables, des poufs. Enfin, voilà, c'est hyper, on a vraiment envie d'y aller pour aller travailler. Mais dans des contextes, on doit travailler avec les autres. Complètement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un mix aussi à repenser. Voilà. On peut travailler chez soi quand on a vraiment des tâches, on doit vraiment se concentrer. Pourquoi devoir venir au bureau tous les jours et faire, c'est un peu ce présentéisme obligatoire. On peut aussi rester à la maison et se concentrer vraiment sur nos tâches. Et pour des réunions, pour des ateliers d'idéation, voilà. Des projets, eh bien, on se retrouve dans l'open space ou ailleurs, dans des espaces de créativité et on travaille ensemble, quoi. Donc, ce mix-là, je trouve qu'il est hyper intéressant et je pense vraiment que ce télétravail forcé, entre guillemets, aura convaincu pas mal d'entreprises sur les bienfaits aussi de laisser les collaborateurs partir, faire du télétravail quelques jours par semaine et qu'il n'y ait pas cet état d'esprit qu'il faut être là, quoi, pour exactement. Tu ne travailles pas. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça, quoi. C'est ça. Il faut que Natacha et Ludovic, justement, en fait, je pense que c'était ça le but aujourd'hui, c'était de pouvoir avoir cette possibilité de discuter de ces bonnes pratiques qui ont été prises, de justement être plus efficace, de ne pas finir à 20h et de rentrer chez moi encore fatiguée parce que j'ai encore les dossiers, parce que justement, j'étais dans un contexte qui n'a pas forcément facilité tout ça. Donc, il faut s'inspirer aussi de nos bonnes pratiques pendant le confinement et avec la reprise progressive aussi, de faire justement des mix, comme tu le dis. Et je pense qu'on a des magnifiques espaces de travail dans certains endroits, peut-être à créer, dans d'autres où on n'en avait pas, pour essayer de trouver des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de collaborer, en prenant pour acquis, enfin ça c'est vraiment mon combat, je pense que c'est aussi le tien, Zénia, qu'il faut prendre conscience que parfois des petites choses peuvent avoir des conséquences qui sont plus importantes. Et ce fameux salut, quand on est dans des contextes où on doit être hyper concentré, c'est pas grave si je te réponds pas, ça veut pas dire que je ne t'aime pas ou que je n'ai pas du tout envie de te parler. C'est juste que là, vraiment, il faut que je me concentre, sinon je sais que ça va être très difficile pour moi. Et c'est ces petites choses à régler. Et je pense que le confinement, ça nous a vraiment apporté ça. Ça nous a permis de nous rendre compte à quel point on peut être bien
parce qu'on a réussi à contrôler notre environnement. Maintenant, dans l'entreprise, il va falloir aussi qu'on puisse s'adapter à ça. Dans l'entreprise, dans les écoles, on est très large quand on dit ça. Complètement d'accord. J'aimerais répondre à une question de Philippe qui nous demande quel outil de quiz nous recommandez-vous? Alors, j'imagine que c'est des quiz voilà, pendant le temps de formation. Donc, le plus connu, c'est Kahoot, utilisé par des milliards d'utilisateurs tous les jours, qui est un jeu créé par des Norvégiens à la base et que les profs adorent. C'est très simple. C'est un peu question pour un champion. Il y a 4 options et puis voilà, on choisit l'option qui nous convient le mieux. Et ensuite, il y a un espèce de classement des joueurs. Donc c'est très gamifié. Le côté jeu ressort très très fortement dans Kahoot. Donc Kahoot utilisable dans des formations, même dans des réunions. Maintenant il y a Kahoot for Businesses qui est sorti pour l'environnement corporate. Donc ça c'est un outil assez chouette. Ensuite il y a Klaxoon, Slido, WooClap. Je vais les mettre dans le chat si Nawel, tu en as d'autres. Écoutez, je pense que tu en as cité des très connus. Je pense que ça peut aussi être quelque chose de plus simple. Nous, on a développé des outils aussi chez Rising Up où c'est des petits quiz et il y en a plein. Il y a Quizzes aussi. Enfin, il y a plein d'outils. Tu pourras les mettre dans le chat, mais l'important, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément que des outils. C'est comment on pose des questions, quel type de questions on pose et comment ça s'insère dans un vrai déroulé pédagogique. Je pense qu'en ce moment, il faut faire très attention parce que le digital, ça nous a amené aussi plein de belles choses, mais ça nous a amené aussi vers des usages. On se dit, ah bah oui, parce qu'on met des QCM, ça va engager les gens. Tout ça, c'est une histoire aussi de cohérence de programme pédagogique. Je dis ça aussi parce qu'on en a vu plein justement de ces programmes-là et on a vu que c'était pas forcément plus efficace de poser plein de QCM. Ce qu'il faut vraiment, c'est que ça rentre dans un contexte particulier où on arrive à trouver justement un bon timing et une bonne fréquence et surtout une bonne formulation. Et c'est plutôt ça, moi, qui m'intéresse. C'est que les outils sont super, mais après, derrière, c'est comment vous posez les questions. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, je vois qu'il est 9h57. Donc, du coup, je pense qu'on a vraiment balayer un certain nombre de choses. Je voulais rappeler qu'à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire où justement on vous demandera s'il y a des points qui n'ont pas été abordés, que vous aimeriez. Nous, on est vraiment à la recherche justement de vos ressentis, de vos besoins. Si jamais il y a des choses que vous aimeriez aborder pour une prochaine fois, n'hésitez surtout pas, dites-le nous. Et si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, j'essaierai de répondre là dans le thread après avoir fermé ce webinaire. Mais je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir été là. On était plus d'une trentaine dans ce webinaire et je voulais remercier à tous ceux qui ont posé des questions. Ça a vraiment permis de rentrer dans du concret, c'est-à-dire par exemple, je pense aux questions de Chantal, voilà moi comment je peux faire une pause efficace. Donc pour ça, merci et donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, que vous voulez avoir un peu plus d'informations sur certaines choses. C'est ce que je vous disais, nous on a le blog où il y a plein de ressources que vous pouvez trouver. On a aussi des programmes de formation qui sont sur la concentration justement. Ça, c'est le nerf de la guerre, très très important. On a plein d'exercices justement pour essayer de renforcer ça. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Vous avez un mail de contact, je pense quelque part qui doit traîner. Ou vous pouvez nous envoyer dans aussi le chat, on vous répondra. Donc, merci beaucoup. Et Zenia, je te laisse le dernier mot. Merci beaucoup Nawel, merci à tous d'avoir été présents. Donc n'hésitez pas à contacter soit Nawel, soit moi sur LinkedIn, par mail. On va vous redonner nos mails. Donc pour continuer les conversations, nous chez LearnSpace, on organise plein de webinaires aussi sur plein de thèmes différents, apprendre à apprendre, les nouvelles formes d'apprentissage, comment donner du feedback pour mieux apprendre. Donc nous on est vraiment sur la partie learning des choses. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par ces choses-là. Et le magnifique programme Taking Care of de Rising Up là qui a été lancé. Nawel, tu peux en dire 2 mots pour ceux qui ont envie de poursuivre sur ces sujets? Si vous avez envie de poursuivre sur ce sujet, en effet, on a développé un programme qui s'appelle Taking Care of, qui est 100% en ligne. Il y a 4 modules sur justement des points que vous avez abordés, c'est-à-dire la gestion de la concentration, mais surtout la gestion du temps, les nouvelles routines. Je pense que même si on va reprendre, il va falloir
ça sera plus jamais comme avant. On n'aura plus jamais ça. On n'aura plus jamais ce qu'on avait avant. Donc, il va falloir réadapter plein de choses. Donc, c'est 4 modules en ligne avec des temps très courts de 1 heure, 1 heure et demie. Si vous voulez plus d'informations, on va vous donner aussi le lien du site internet où vous pouvez demander, où vous pouvez mettre votre contact. On vous enverra justement le programme. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment quelque chose qu'on a développé spécifiquement pour cette période. On s'est dit que si nous, on n'était pas là pour accompagner les gens dans cette période, et ben c'était que justement notre responsabilité en tant que scientifique, on cochait pas la case. Donc, c'est très important. Et d'ailleurs, il y aura une partie des recettes qui seront reversées à un institut de recherche par rapport au coronavirus sur justement les conséquences sur les maladies neurologiques. Donc ça, c'est aussi très important pour nous. Je pense qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir agir face à cette période, et on a envie d'avoir d'avoir une action forte là-dessus en tant que chercheur. Donc, vraiment, encore merci Svenia pour tout, pour tes questions, pour la manière justement dont tu as abordé tout ça. Merci de nous avoir aussi partagé ce que toi tu vis au quotidien, de ce que tu as repéré comme aussi bonne pratique. Donc, merci encore à tous. C'était génial. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je pense qu'on était parfait dans le temps. Il est 10h01. Donc, je vous souhaite tous une très belle journée. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Merci à tous. Merci Au revoir. à tous.